Bonjour les loulous, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas parlé depuis des mois et des mois. Nous risquons aujourd'hui d'avoir quelques bruits de travaux, mais que voulez-vous, j'avais envie de vous enregistrer cet épisode maintenant et les travaux vont de toute façon durer là aussi des mois, donc il fallait bien qu'on fasse cet épisode. On a des choses à dire et des choses à se dire. Je suis le prof de droite, né il y a plus de 30 ans sur cette terre, aujourd'hui désolé et pourtant autrefois glorieuse. Je viens vous apporter un peu de sérénité et de naturel dans les débats, alors même que ces qualités aujourd'hui disparaissent au galop. Je combats les forces du mal, celles qui sont innommables, celles-là même dont on ne doit pas prononcer le nom. Je combats et combattrai jusqu'à ma mort les lubies infernales que l'on tente d'implanter dans les cerveaux malléables et manipulables de notre jeunesse que je protégerai au prix de ma vie, si c'est ce que cela doit me coûter. Je manie les mots comme l'on manipule une lame aiguisée avec soin chaque jour. Je prends la plume comme l'on enfile ses gants de boxe et je porte sur moi des chaussures de trail me permettant de courir non pas 7 lieues, mais des dizaines de kilomètres et un jour, je l'espère bien, une diagonale du fou afin de boucler la boucle clopant sans clope. Que vais-je faire de mon âme maintenant que j'ai le libre arbitre? Voilà une question que vous devriez vous poser. Et on va en reparler avec le film que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui, mais suite au péché originel dans l'Ancien Testament, peu importe que vous croyez en Dieu ou non, l'homme a obtenu son libre arbitre et donc il ne peut accepter de dire que ce qui se passe dans le monde ne le concerne pas, qu'il n'y peut rien, qu'il n'y a rien à faire, et donc se donner cela comme excuse pour laisser advenir ce qui l'est en train d'advenir actuellement dans notre monde. Il faut avoir et préserver une colonne vertébrale en marbre, pierre froide s'il en est. Gardez donc la tête froide, votre tête qui est reliée à votre colonne vertébrale, et évidemment, si possible, croiser cette colonne vertébrale et l'affirmer devant le monde en perdition, et être un phare apportant la lumière dans un monde de ténèbres, en étant un exemple inébranlable, plus encore bien entendu lorsque l'on est un enseignant et que chaque jour on a face à soi une classe de jeunes bambins qui ont plus que jamais, je pense, dans l'histoire, on peut au moins se targuer de vivre ce moment historique, besoin de phare dans les ténèbres que le monde leur impose de traverser à leur jeune âge. Je vais lancer un mini débat sur la milice armée. Est-ce que ça pourrait être intéressant dans un monde où les agressions sont de plus en plus nombreuses que d'avoir à nouveau des gens qui ont droit au port d'armes suite à une formation si vous voulez, droit au port d'armes dans ce pays. Pourquoi pas, puisque de toute façon les bandits, disons-le très grossièrement comme cela, auront de toute façon des armes. Donc pourquoi ne pas avoir une certaine part de la population formée autorisée à défendre et à se défendre également. Je dis cela parce que j'ai revu les très vieux films de 1967 avec Clint Eastwood pour une poignée de dollars et Le Bon, la Brute et le Truand. Et il est impressionnant aujourd'hui de voir qu'à cette époque-là, tout le monde était armé. Donc cet pseudo-argument, et c'est marrant, hein, c'est Trump qui en avait parlé, de dire pourquoi ne pas laisser les enseignants avoir une arme dans l'école en cas de d'attaque, hein, ce que nous les enseignants appelons aujourd'hui PPMS, protocole de mise en sûreté, où on fait comme dans les avions, hein, quand l'avion se crache, c'est dans Fight Club, vous mettez les mains sur la tête, vous gardez le sourire et vous attendez tranquillement que l'avion se crache. En cas de PPMS, c'est un peu la même chose, hein, on fait mettre les enfants sous la table. On se cache plus ou moins, on éteint la lumière, et puis tout le monde sourit, colorie même avec... c'est normal, je ne critique pas l'idée en soi. Il faut que les élèves restent calmes, bien entendu, il ne faut pas céder à la panique. Mais cette image assez terrible d'élèves qui sourit et dessine en plein exercice de potentiel attentat,
C'est quand même assez grotesque. Donc pourquoi ne pas imaginer faire cela avec un enseignant qui pourrait être formé? Je pense que ce serait intéressant. Et oui, pourquoi pas que les enseignants, en tout cas la question pourrait se poser, est-ce qu'on ne devrait pas former les enseignants à tirer et à avoir une arme quelque part dans l'école? Ça me semble être un débat intéressant. On peut espérer que les enseignants soient suffisamment intelligents, alertes et possèdent suffisamment de recul pour ne pas faire de folie avec ce pistolet. C'est une évidence en fait. C'est un argument complètement idiot que de penser que ce serait pire si tout le monde était armé. Je ne pense pas. Et j'ai même tendance à penser que si tout le monde était armé, les Zazu bandits qui eux de toute façon sont armés hésiteraient davantage avant de commettre des crimes. Petite phrase de Mathilde, c'est ça son prénom? J'ai un doute. Oui, Mathilde Panot, qui montre bien qu'elle fait partie d'un monde, le monde politique dans son ensemble, qui est absolument prêt à mentir, manipuler afin d'obtenir ce qu'il veut. Dans l'émission Au Poste, une émission qui dure 2 heures, hein, je n'ai pas tout réécouté, vous m'excuserez, il faut pas exagérer. Je vous ai quand même gardé un passage que je n'ai pas trouvé, hein, il a fait le tour des réseaux sociaux, et je l'ai gardé bien en mémoire. Le passage est retranscrit ainsi. Le journaliste, ou je ne sais qui c'est, qui s'appelle David Dufresne, lui demande, je cite, « Que pensez-vous du slogan « Menacez vos vieux » ?» Donc déjà, le slogan ne vient pas d'elle, d'accord, mais d'autres personnes. Et elle répond, je la cite, « Moi j'aime. » Déjà, phrase dégueulasse. Hein. Je recite, « Moi j'aime. Faut que les jeunes prennent la procuration de leurs grands-parents. Je trouve ça super bien. » On passera sur le niveau de langage. Elle reprend, je cite à nouveau, « Faut les menacer. » En parlant de qui? De nos vieux, de nos aînés. Et enfin, je la cite encore, « La menace de ne plus aller les voir. Chacun est libre des relations qu'il a avec ses grands-parents. » C'est là qu'il faut se retenir de proférer des insultes, puisque ce serait se mettre à son niveau d'éloquence, d'élocution et de capacité à l'oral, de richesse lexicale et de vocabulaire qui est, ma foi, fort triste. Dans un monde donc où des lois pour l'euthanasie passent, qui serviront, je vais être odieux, à l'image de ce monde, à évacuer nos vieux inutiles, je ne pense pas une seconde cette phrase, bien entendu, mais c'est pour choquer. Et peut-être, affreux complotiste que je suis, et je vais vous en donner quelques-uns aujourd'hui, affreux complotiste que je suis, les jeunes dissidents bien vite taxés de fascistes, dont je fais partie, dont il semblerait du moins que je fasse partie, dans ce monde donc qui bientôt traitera sa vieillesse aussi mal que sa jeunesse, rappelons, endoctrinement de la jeunesse, soumission et menaces envers nos aînés, on peut sans crainte, pas de garde à vue pour cette femme. Pas non plus lorsqu'elle prend l'avion en business à vos frais pour une conférence à l'autre bout du monde qui eût pu être une visio. Si le but est réellement de prendre garde à sa consommation de dioxyde de carbone, puis-je dire que, vu comme elle semble profiter des buffets, c'est un peu méchant, je suis méchant gratuitement, je pense qu'on peut faire mieux quand même côté CO2. C'est méchant et gratuit, j'en conviens, mais ô combien mérité, je pense. On peut sans crainte, dès lors, lorsque l'on incarne, s'ils incarnent quoi que ce soit, ces gens-là, dire aux jeunes adolescents de 18-25 ans, puisque ce sont eux qui sont majoritaires dans le vote LFI, et ce n'est pas pour rien que c'est un parti qui veut d'ailleurs abaisser l'âge du droit de vote, afin de le donner à tous, ou je ne sais pas, à 15 ans, et puis peut-être même à 13 ans, comme ça on fera baisser au passage l'âge de la majorité sexuelle. Oula! Donc, cette jeunesse qui est leur plus grande réserve de voix, on peut lui demander à cette jeunesse de menacer leurs aînés. Aînés qui eux-mêmes souffrent de la solitude, se retrouvent cloisonnés en EHPAD bien souvent. Cela s'appelle du chantage. Chantage éhonté qui plus est, ajouterai-je. Nous ajouterons d'ailleurs que c'est encore une fois affirmé que l'avis des personnes âgées, autrefois considérées comme plus sages, puisque ayant de fait l'expérience par rapport à ton avis de jeune inexpérimenté des réalités de la vie, n'a aucune valeur. La première société qui fait ça, me semble-t-il. Encore une fois, on est dans une prétention infinie.
et se croire des miurges capables d'obtenir une société totalement utopiste sans tenir compte des réalités naturelles et de la vie de nos ancêtres. Comme pour les nouveaux programmes, on va continuer à tacler les profs, qui n'ont d'autre intérêt pour les ministres and compagnie, les ministres and co, qui les pondent, que d'y apposer fièrement leur nom, pour lesquels je demande toujours à mes collègues que l'on attende qu'ils fassent leurs preuves avant de les accepter et de se les enfiler. Ou ça, je vous laisse réfléchir et répondre à cette question. Serait-il possible, avant de les dévorer, avidement, avec avidité, de regarder ce qu'ils donnent, ou plutôt de regarder ce que donne grossièrement, depuis 1968, cette politique de jeunes qui n'écoutent plus leurs aînés, les voix de leurs ancêtres et perdent tout respect pour leurs racines. M'est avis, comme dirait Gaston Lagaffe, que si l'on se posait 5 minutes, on se dirait t'es trompé. Bon, là, c'est pas Gaston Lagaffe, c'est Eric Abidal. Et qu'on leur prêterait à nouveau de l'attention à nos aînés. Et moins d'attention à nos programmes récents, que l'on reviendrait peut-être à ce qui marchait avant. Pas que tout ce qui est nouveau n'a aucun intérêt, bien entendu, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais cessons de tout accepter sans rien dire. Vois comme ta nation traite ses aînés et sa jeunesse et tu verras si elle mérite le respect et également vers où elle va. Et aujourd'hui, je pense que l'on peut dire qu'elle va droit dans le mur, dans le mille et mille. Je reviens sur l'idée de certains profs de suivre les programmes à la lettre, tel le roi des cucks qu'ils sont parfois. Pourquoi 2 fois parfois ne me demandez pas. Comme si les programmes nous avaient prouvé ces dernières années justement qu'ils étaient franchement géniaux au niveau des résultats de nos chers élèves ainsi que pour leur bien-être et leur formation globale. Je vous offre, en cette fin d'introduction, 2 petits complots. Et non, je ne suis pas un clown. Premier complot. Si vous habitez en ville, quelle que soit sa taille, puisque c'est le cas même dans les petites villes de campagne, vous voyez fleurir un peu partout, non pas de belles petites fleurs en cette période estivale, mais des ralentisseurs. Je trouve qu'il y a une guerre. Je me permets de dire qu'une guerre totale est faite contre ce que l'on nomme grossièrement le masculinisme, pour esclavagiser tout le monde de manière douce en installant toujours plus de ralentisseurs, de plus en plus de règles, de plus en plus de surveillance, avec l'identité numérique qui va arriver, avec comme argument pour lutter contre la pédophilie, laissez-moi rire jaune, c'est soi-disant pour protéger vos enfants, vous protéger de l'insécurité. L'insécurité, n'oubliez pas que Big Brother sait ce qu'il fait et qu'il vous observe, et donc s'il laisse une part d'insécurité, c'est pour semer la zizanie. Vous laissez dans le cadre bête et méchant de la politique de parti qui n'arrangera rien, puisqu'ils sont tous au même buffet, une fois passé leur débat de cours de récré, pour refuser l'euthanasie jusqu'à ce que finalement, à force, la loi passe quand même, puisque les pauvres quand même au Sénat, quand on leur demande de voter un peu trop souvent, ils fatiguent. Et là, dans les dernières vidéos, on voit qu'il n'y a plus personne au Sénat, mais qu'il y a quand même des lois qui passent. C'est fantastique. Pendant que la société regarde la Coupe du Monde. Elle aussi, avec des cérémonies emplies de symboles qui mériteraient étude. Là aussi, vous allez dire que je ne quitte pas mes classiques, mais effectivement, dans 1984, on voit que les hommes n'ont plus de testostérone. Le seul qui paraît encore en avoir, c'est celui dont je n'ai plus le nom. J'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, c'est celui en qui Winston croit, comme quoi, méfiez-vous quand même de ceux qui paraissent avoir de la testostérone. Cela ne signifie pas qu'ils sont exemplaires, bien entendu, mais il est le seul parce qu'il a un peu de pouvoir. À l'inverse, aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui sont au pouvoir ne dégagent pas non plus énormément de testostérone. Puisque la testostérone, finalement, c'est également la force morale, celle d'être capable de rester sur ses appuis et de tenir ses opinions contre vents et marées, et également de s'ancrer dans le sol pour aller plonger dans la force de ses racines. On y revient toujours. On revient toujours aux lois naturelles. Et oui, les enseignants qui obéissent comme des militaires, je continue là-dessus, à la moindre arrivée de nouveaux programmes, me terrifient. J'ai plus jeune décidé de ne pas faire l'armée pour cette raison.
Si on m'avait demandé en tant que militaire de balancer la bombe atomique sur la fille de qui que ce soit, jaune, noir, blanc, marron, non. Encore une fois, t'es trompé, je vais pas le faire. Je vais lâcher une bombe atomique sur personne. Ces enseignants-là, demain, une loi, une circulaire, une instruction officielle leur demande de faire remettre le masque à leurs élèves. Ok. Demain, vos élèves doivent porter l'uniforme. Ok. Demain, vos élèves doivent sauter tous les matins par la fenêtre. Ok. Demain, vos élèves doivent chanter la Marseillaise. Pourtant, moi, je pourrais être pour ce genre de choses. Mais eux, qui sont pourtant de gauche et totalement opposés à ça, les programmes leur demandent de le faire. Ok. Demain, transition. Quelle transition? Énergétique. Ok. Et on peut continuer dans l'horreur. On revient à l'idée de connaître et de respecter ces lignes rouges pour protéger la jeunesse. C'est notre putain de devoir d'enseignant, de professeur. Bordel de merde. Forêt de Fontainebleau et son incendie, c'est évidemment un désastre, puisque j'habite à côté, j'aime y courir et c'est là que je réalise et prépare la plupart de mes trails. Mais attention, vous l'aurez entendu ici en premier, nouveau complot, je vois venir une interdiction de la fréquenter. Ce qui serait absolument honteux si tel devait être le cas, surtout que, rappelons-le, il s'agit d'un incendie criminel, qui n'est pas dû au méchant CO2, à la méchante canicule, il est dû à de la criminalité. Pareil, est-ce qu'on pourrait imaginer un monde où des politiques qui aimeraient continuer à faire paniquer les gens quant à cette question du CO2 auraient pu, de manière absolument vile et cruelle, et ils seront punis pour cela dans un autre monde, mettre le feu sciemment à cette sublime forêt pour continuer dans ce dramatisme éco-anxieux en disant regardez ce qu'il se passe avec la canicule, tous les incendies, est-ce qu'on peut dire la même chose il y a quelques années des incendies qui ont ravagé dans le coin de la dune du Pilat. J'espère de tout cœur me tromper. Nous serons peut-être, je l'espère, sauvés par le fait que cette forêt est très fréquentée par les touristes qui viennent grimper, qui viennent courir et profiter de cette forêt. Peut-être que ce sont eux qui nous sauveront dans un pays qui a besoin aujourd'hui du tourisme, puisqu'il se tiers-mondise, et le tourisme est une très bonne chose. Hein. Si c'est tout ce qu'il nous reste, ce sera toujours ça de prix. Et puis les touristes font remonter des choses que les Français de souche, disons-le comme cela, n'osent plus faire remonter de peur d'être, encore une fois, taxés de fascistes. Vous savez que votre prof de droite n'est plus à cela près et que si l'identité numérique doit le mener à cela, il révélera son identité. Et oui, il parle de lui à la troisième personne. Il en est là. Mise en place également d'une cagnotte dans le pays des impôts. Une honte supplémentaire, est-ce qu'on est vraiment à ça près? Je termine, tant qu'à parler de trail, je suis des préparations, je vois qu'il y a beaucoup de stages de trail 100% femmes. Ok. Je n'ai jamais vu passer le moindre trail 100% homme. Là encore, hein, il y a une guerre faite entre H et F, pour reprendre les termes caricaturaux de Stéphane Edouard, qui en sont les premiers esclaves et les premiers touchés. Vous creusez votre propre tombe en annihilant le dialogue qui devrait exister complémentaire entre hommes et femmes, justement. Et en détruisant ce dialogue, qu'est-ce que l'on obtient? Plus de descendance, c'est sans doute leur but. Fort bien, à vous de voir si vous acceptez d'y sombrer ou pas. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais comme dirait Dieudonné, fermez-la. On essaie de ne pas se laisser abattre. C'est pas toujours simple en ce moment. Mais il faut garder la tête haute et froide, ne pas courber les chines, et être le phare dont la jeunesse a besoin et dont la jeunesse peut s'emparer pour combattre les ténèbres. Chacun recevra selon son mérite, et que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Ça aussi, c'est dans la Bible. On est en recherche d'équité et de mérite, et non pas d'une égalité forcenée, avec un nivellement par le bas des classes moyennes, disons, et un nivellement par le haut de certains.
Dans la ferme des animaux, tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. C'est un totalitarisme caché, une recherche d'esclavagisme, une perte d'identité, des changements de la vérité, voilà des choses que l'on a tirées déjà de la ferme des animaux, mais que l'on ne doit pas oublier. Les mots tiennent lieu des vertus qui manquent, la vérité est écrite par les vainqueurs et ne vaut que pour ceux qui l'écoutent. On finit par tant déformer la vérité que l'on finit par croire des folies. Exemple parmi d'autres, un homme peut devenir une femme. Et enfoncer cela dans le crâne de jeunes mineurs et même finir par trouver intolérables et fascistes ceux qui osent remettre cela en question car ils ont l'audace, l'outrecuidance de croire dans la justesse de la nature. Seraient-elles fascistes également ces fleurs qui sont mâles et femelles et tous ces animaux qui sont soit mâles soit femelles. Et on les ridiculise lorsqu'ils se raccrochent à Dieu dans un pays qui est de fait chrétien depuis 1500 ans contre, malheureusement, de fait également laïque depuis, disons, 100 ans, mais en fait, surtout 60 ans. La loi de laïcité 1905, ça fait même 120 ans, ça nous rajeunit pas, mais 68, c'est surtout... Là que le bas a blessé, désolé pour les bruits de bouche, ça me fait rigoler. Bref, allez, on en termine avec cette introduction. Et en fait, bon, c'est plus une introduction, c'est un développement de plusieurs idées rapides. Plus ou moins rapides, donc. Alors, Blink Twice, le film, sorti en 2024, et je vais être plus hésitant que d'habitude parce que je vais essayer d'en faire la critique et un résumé sans notes, chose que je fais extrêmement peu. Et par conséquent, ça me permet également, c'est un exercice pour moi-même. Donc, reprenons le film dans l'ordre chronologique. Le film démarre, on découvre celle qui sera l'actrice principale, qui se nomme Frida, et sa copine Stacy, qui mènent une vie, disons, banale. Elles ont toutes les deux un travail dans lequel elles ne s'épanouissent pas, mais il faut bien payer les factures, n'est-ce pas ? Et Frida est éperdument amoureuse, on le comprend très vite, ou en tout cas éperdument attachée à la figure que représente Slater, joué par Channing Tatum, qui est un milliardaire. Aïe aïe. Bon, les travaux font plus de bruit que jamais, j'espère que ça va être audible quand même, mais j'ai pas envie de m'arrêter. J'en suis navré. Qu'est-ce que je peux faire ? Pas grand chose. M'éloigner au maximum. Voilà, j'espère que vous n'entendrez pas trop les marteaux piqueurs. Les taux piqueurs. Donc, je reprends. Donc, Slater est un milliardaire repenti, puisque c'est très très grave d'avoir été un milliardaire. Non, on comprend qu'il a fait des choses horribles et qu'il s'est repenti, a lâché sa société, travaille sur lui dans son île privée, ce qui est un de mes rêves également, mais pas pour faire les dingueries que font certains, bien entendu, juste pour ne plus jamais avoir affaire à l'humanité. Bref, donc, il est repenti. Il organise une petite soirée à laquelle Frida et, j'ai déjà oublié son nom alors que je l'ai dit il y a 2 minutes, Stacy prennent part et bon an mal an, clopin, elles se retrouvent toutes les deux avec d'autres femmes et d'autres hommes sur l'île privée de Slater pour une partie gigantesque. Donc déjà, première chose, elles sont responsables de se retrouver sur l'île de ce mec-là qu'elles ne connaissaient pas. Gardez cela en mémoire. Elles sont responsables. Ensuite, donc elles vivent une vie de rêve où elles ne foutent rien. C'est la fête. Elles se droguent là aussi de manière consentante. Ça va être très important pour l'analyse que je vais faire. Elles sont consentantes au fait d'avoir été, si on fait une analogie, à la soirée de quelqu'un qu'elles ne connaissent pas et d'avoir accepté de prendre de la drogue. Gardez ça en mémoire, d'accord ? Et donc petit à petit, elle commence à avoir quelques soupçons, enfin surtout la copine de Frida, et il se trouve que sur cette île-là, il y a déjà une dame un peu dérangeante qui nomme Frida Red Rabbit, c'est pas Red Rum, c'est Red Rabbit.
Et donc sa copine, Stacy, se fait mordre par un serpent. Et il se trouve que les serpents sur cette île ont le pouvoir de faire se rappeler aux gens ce qu'ils ont subi lorsqu'ils étaient sous l'effet de la drogue. Et Stacy va finir par disparaître, évidemment, pour faire disparaître les preuves accablantes. Et Frida va commencer à avoir des doutes et avoir recours au venin pour boire le venin qui se trouvait dans une fiole comme du rhum, hein. Donc elle boit du rhum venin, hein, un punch au venin de serpent, voilà, disons-le comme ça. Et elle finit par récupérer ses souvenirs, les différents viols qu'elle a subis. Je ne sais pas si vraiment ce mot-là devrait être censuré, mais je ne comprends pas. On va arrêter d'accepter l'appauvrissement du langage, hein, encore une fois. C'est un mot qui existe, c'est un crime qui existe, et faire disparaître le mot ne fera pas disparaître les actes et les crimes qui en découlent. Tout comme pédophilie, meurtre, banditisme, etc. D'accord ? Donc non, ne faisons pas disparaître ce mot-là, ne le bipons pas. Fuck, pareil, je vais pas biper ce mot-là. S'il doit être bipé, ça ne sera pas par moi. Revenons à nos moutons. Donc, Frida, une fois ses souvenirs recouvrés, permet à l'une des femmes qui se pose également des questions de recouvrer également ses souvenirs. S'ensuit une grande tuerie où toutes les femmes, sauf ces deux-là, vont mourir. Donc Frida et l'autre qui est une ancienne participante d'un équivalent de Koh-Lanta, donc une nana qui assure sportivement et qui peut exploser les hommes. Sans commentaire. Tous les hommes vont finir par mourir et quand même Channing Tatum, donc Slater, hein, va réussir à maîtriser les deux femmes, mais au moment où il va pour tuer la deuxième femme, celle qui a fait l'équivalent de Koh-Lanta, grâce au parfum qui doit être également au venin de serpent ou que sais-je, il recouvre également ses souvenirs, se rend compte à quel point c'est horrible, que, comme il le dit plusieurs fois dans le film, oublier est un don, oublier est un cadeau, ça dépend comment on le traduit, un forgiving is a gift. Donc, oublier est un cadeau, mais il recouvre ses souvenirs. Il n'a pas l'air de trop s'en vouloir, mais ça le choque quand même de se rendre compte de ce qu'il a fait suffisamment pour que Frida le mette KO. Sauve, on ne sait pas trop la deuxième femme. Et puis, on arrive à la scène post-crédit, si on peut dire ça comme ça. Non, c'est pas vrai, c'est la scène d'épilogue, qui est très étonnante, où Frida a transformé Slater en son esclave, pris le contrôle de sa société, et on n'en sait pas plus. Donc, que penser ? C'est un film qui n'est pas non plus grandiose, hein, même s'il a de bonnes notes parce que les complotistes voient les parallèles que l'on peut faire avec l'affaire Epstein et donc les intérêts que peut avoir le visionnage de ce film pour se rendre compte de ce qu'il se passe dans notre monde, que pendant qu'on les esclavagise sur la question du CO2, il y a des folies comme ça, il y a, sur un autre sujet, la Coupe du Monde, hein, un match pour la 3e place, donc tout le monde se moque éperdument, qui use davantage de CO2 que vous n'en userez dans 10 de vos vies de prolo, et je dis prolo, j'en fais partie, hein. Mais bon, bref. Ce film est intéressant, il y a une fuite totale des responsabilités. Je ne me souviens pas de ça parce que j'étais drogué, mais la drogue, je vous ai dit de vous en souvenir, tu l'as prise consciemment. Tu t'es rendu sur l'île d'un inconnu consciemment. Même si on nous dit que finalement elle a déjà été sur cette île. Et c'est pour cela que la femme de ménage, si on comprend bien, a été... j'ai vu le film qu'une fois, hein, j'allais pas faire une analyse après l'avoir vu 5 fois, faut pas exagérer. C'est pas un film qui mérite d'être vu 5 fois. Qui donc nomme Frida Red Rabbit parce qu'elle se fait des manucures sur les ongles en forme d'animaux, hein, les animals, parce que nail en anglais c'est ongle, donc c'est rigolo. Et donc quand elle était venue la première fois 1 an auparavant, et oui j'ai un peu plus de vocabulaire que Mathilde Panot, hein,
pardonnez-moi. Donc, lorsqu'elle était venue 1 an auparavant pour être déjà une première fois sur cette île, elle avait sur ses ongles un lapin rouge. Et même ça, elle ne s'en souvenait plus parce qu'elle avait des compétences d'oubli apparemment exceptionnelles. Et c'est pour cela que Slater l'appréciait particulièrement. Bon, ok. Ok. Donc, elles vont sur l'île d'un inconnu, disais-je, un inconnu qui a avoué avoir été un connard. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry! 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 Ceci était la scène où Channing Tatum, Slater King donc, répète avec insistance qu'il est désolé. C'est comme quand... Enfin, encore un parallèle hallucinant, ahurissant, mais comme quand certains voudraient que les peines de prison soient diminuées pour les pédophiles parce qu'ils sont désolés et qu'il faut les réhabiliter, les réinsérer. Et que dire je suis désolé, ça suffit pour payer son crime. Non, j'exagère à peine. Mais donc cette scène-là nous montre que le fait d'être désolé, est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait d'oublier grâce à la drogue, ou à cause de la drogue, là serait une bonne chose. Oublier est un don. C'est donc la citation qui revient plusieurs fois. Un don de fragile, dirais-je, qui accepte de fermer les yeux. Ce n'est même pas cligner 2 fois le temps d'avoir raté 2 images rapides ajoutées à Fight Club. Bref. Que penser de la fin où l'héroïne a finalement rejoint Slater? Est-ce une horrible manipulatrice qui a décidé que cette vie de milliardaire vaut mieux que sa vie précédente de prolo? Enfin, vie de milliardaire, mais qui participe même en tant qu'observatrice. Il y a une autre femme d'ailleurs dans le film qui est juste observatrice, qui s'occupe de faire les petits sachets cadeaux pour tout le monde, et qui dit lorsque Frida lui fait, grâce au venin, se rappeler de tout ce à quoi elle a participé, qui dit qu'elle aurait souhaité que Frida ne le fasse pas, qu'elle aurait préféré ne jamais s'en souvenir. Mais ça, c'est être coupable par procuration, ça. Je n'ai aucun irrespect pour les prolos qui sont droits dans leur pompe, dont j'espère même faire partie, mais juste un peu de marge de manœuvre financière et d'impact réel sur ce monde que nous avons. Frida devient-elle une sorte de Ghislaine Maxwell, celle qui, comme dit le Parisien, sait tout mais ne dit rien? M'est avis que si vous laissiez le tortionnaire de Berserk 1 heure avec elle, elle va tout dire. Ou bien va-t-elle devenir la sauveuse de ce monde, Frida, en infiltrant tous les réseaux de milliardaires afin de tous les faire tomber? Rien dans le film ne laisse sous-entendre qu'il y a d'autres milliardaires qui, sur d'autres îles, font des choses similaires. Et sur l'île, absolument tout le monde est mort. Tous les hommes, en tout cas, sont morts, à l'exception de Slater King. Et on ne sait pas ce qui arrive à l'autre femme sauvée par Frida. Est-ce qu'à la fin, finalement, elle ne l'a pas trucidée, elle aussi, pour mener cette vie-là avec Slater King? Et donc, à mon avis, la première hypothèse est la bonne. Et elle a décidé de quitter sa vie de prolo pour une vie de milliardaire et le suivre dans cette folie-là sur l'île. La phrase clé qui m'a donné envie de parler de ce film, prononcée par Slater King, il y a une place spéciale en enfer pour ceux qui ne font rien. Vous avez bien compris ce que je pense, moi aussi, de ceux qui disent que de toute façon on ne peut rien faire.
même si je sais aussi que je vous dis de quitter les news pour ne pas tomber dans l'éco-anxiété. C'est une ligne fine sur laquelle il nous faut marcher en tant que funambules pour ne pas nous laisser abattre d'une part, mais également nous tenir au courant et agir à notre échelle. Je suis tout à fait d'accord donc avec cette injonction à ne pas laisser faire, à ne pas se laisser faire, bien qu'à notre échelle nous ayons peu de levier et qu'il ne faut pas donc tomber dans le défaitisme ni dans la déprime. Il est ardu, j'en conviens, de marcher sur ce fil tendu en bon funambule, mais c'est ce que nous devons faire. Nous avons tous des leviers à plus ou moins grande échelle. Nous devons donc absolument débattre et nous battre, et peut-être un jour nous faudra-t-il abattre certaines têtes. Finissons avec la première partie d'un ouvrage S'entraîner avec l'esprit du samouraï de Thomas Cleary que nous allons diviser en 2 parties dans cet épisode et puis dans le suivant. Thomas Cleary, 1949-2021, auteur américain, un des plus grands traducteurs occidentaux des classiques spirituels et stratégiques asiatiques dont les ouvrages sur le Bushido et le Zen ont largement contribué à faire connaître la pensée des samouraïs au public anglophone. Nous allons définir quelques termes importants afin de les situer un petit peu mieux. Le confucianisme est une pensée née en Chine avec Confucius, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc 2500 ans donc, qui insiste sur la morale, le respect des anciens, l'ordre social, le devoir et l'amélioration de soi. Ce que l'on vous dit donc aujourd'hui avec l'horrible masculinisme notamment, ça date de 2500 ans, pendant que les dérives LGBTistes ont moins de 60 ans d'existence, pour ne prendre que ces dérives-là à témoin. Ce n'est pas une religion au sens moderne, le confucianisme, mais plutôt une philosophie de vie et d'organisation de la société. Le taoïsme est une tradition chinoise fondée notamment sur les écrits accordés à Lao Tse. Elle enseigne l'idée de vivre en accord avec le Tao, qui est la voie, c'est-à-dire le fonctionnement naturel du monde, en recherchant l'équilibre, la simplicité et l'harmonie avec la nature. Là encore, nous n'inventons rien. Le bouddhisme, une tradition spirituelle née en Inde avec Bouddha, qui cherche à comprendre et dépasser la souffrance humaine grâce à la sagesse, la méditation, la discipline de l'esprit et le détachement. Il s'est implanté en Chine et au Japon sous la forme du zen. Et enfin le shintoïsme, la tradition spirituelle propre au Japon, fondée sur le respect des kami qui sont les forces sacrées, les esprits, les divinités liées à la nature, aux ancêtres et aux lieux. Il valorise la pureté, les rites, le lien avec la terre et la continuité des traditions japonaises. Toutes ces philosophies sont déjà un uppercut dans les dents de tous les geekos qui pensent que le Japon valide absolument la perte de repères et de racines, qui est en fait une maladie profondément occidentale. Le Japon oriental capitaliste en profite bien, bien que des œuvres objectivement étranges sortent de leur cerveau, nippon, ni mauvais, pardon. Même, pour ne prendre que One Piece comme exemple, c'est une œuvre qui me paraît toujours étrange, dans le sens où il y a très peu de filiation, il n'y a quasiment pas d'amour, en tout cas dans la génération actuelle. Il y a en revanche des liens de loyauté et d'amitié extrêmement forts. Cela mériterait une étude approfondie peut-être, et un épisode spécial sur One Piece peut-être. Et certes, le shonen n'a pas pour but d'entrer trop dans les questionnements d'amour, etc. Mais tout de même, dans Berserk, Naruto, DBZ, qui sont peut-être les 3 autres grands classiques à côté de One Piece, ces questions existent quand même un tout petit peu. Mais pas dans One Piece, qui est, je pense, aujourd'hui, la plus grande œuvre, de par sa longueur, sa durée de vie et son public également. Pour revenir à nos samouraïs et faire le lien, résumons ainsi, le confucianisme a apporté aux samouraïs le sens du devoir et de la hiérarchie, le bouddhisme zen, la maîtrise de l'esprit face à la mort, le shintoïsme, le lien aux ancêtres et au Japon, le taoïsme, une recherche d'équilibre avec les forces naturelles. C'est justement ce mélange qui explique que la pensée du samouraï n'est pas une simple philosophie guerrière, mais une synthèse de disciplines destinées à former un homme complet, corps, esprit, comportement. Introduction
par l'auteur. Le bon guerrier, le samouraï, doit faire passer son intérêt personnel après l'intérêt commun afin de soutenir l'ordre social. Il faut donc, aujourd'hui, si on faisait le parallèle, puisque c'est quand même l'intérêt de faire les parallèles avec notre monde, quitter un peu cette recherche à tout prix d'individualisme forcené pour revenir un peu au goût pour la société et faire passer la société parfois avant ses intérêts premiers, propres. L'austérité du mode de vie du samouraï ou du bushido est applicable aujourd'hui à l'échelle du foyer et pourrait être applicable également à l'échelle de l'État. C'est un moyen de tempérance et d'entraînement physique comme mental du guerrier. Coutume martiale de préparation perpétuelle comme David Goggins, on ne se prépare pas juste pour un marathon dans 6 mois, il faudrait idéalement être toujours prêt à courir un marathon si besoin, ou disons peut-être au moins un semi-marathon, ou bien à lancer un round de boxe, ou bien à faire une séance de musculation, là, maintenant, tout de suite, etc. Sans religion, aujourd'hui plus que jamais pour un occidental perdu dans le marasme républicain, plus encore, quel autre moyen que la religion y a-t-il de retrouver de la droiture et le goût pour le naturel et les lois de la nature? La religion, qu'il s'agisse du bouddhisme ou pour nous aujourd'hui le christianisme, est plus que jamais une source de reconstruction morale ainsi qu'un outil d'intégration dans une communauté culturelle. L'accumulation des biens matériels est une manifestation des démons de la tentation et il faut toujours rester modéré. Détruire les personnes malveillantes et conserver l'ordre du monde sont les tâches normales du samouraï. On peut revenir là aussi sur le parallèle sur le débat et la question du port d'armes pour certaines personnes préparées. Avoir des chasseurs de primes, possibilité de faire justice, de se faire justice, plus encore lorsque l'État défaille dans cette tâche. On rappellera que c'est comme cela qu'est née la chevalerie et avec elle le Moyen-Âge. Le bouddhisme, comme a pu l'être à une époque le christianisme, s'est vu assimilé de manière croissante à la décadence, rendant les hommes trop doux, les éloignant de la voie du guerrier. C'est là aussi le christianisme relativiste, trop humaniste, que l'on a obtenu après le Concile Vatican II et qui a fait fuir les catholiques traditionnalistes qui appréciaient la rudesse et la discipline demandées par la religion. Rappelons, et c'est sans doute la citation dont j'use le plus dans cette émission, que Jésus nous a demandé d'être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Il n'a pas été relativiste, mais plutôt un absolutiste, convaincu, capable de chasser les marchands du temple et de mourir pour ses idées. Ce christianisme, trop humaniste et relativiste, a autorisé la venue de lointains aidés par un État qui n'a rien à voir avec lui, tout puissant et abstrait, plutôt qu'à une entraide locale, plus demandeuse peut-être, mais davantage gratifiante. Les Japonais également semblent penser à raison, selon moi, que les temps de paix conduisent à la faiblesse des hommes. Il faut absolument une revivification majeure de la culture martiale et guerrière, afin que le Japon ne tombe pas aux mains des pays étrangers. Voilà le point de vue défendu durant les siècles, durant lesquels le Japon est resté fermé au monde extérieur et a parfois pu se ramollir selon les auteurs qui vont suivre. Nous allons en étudier la moitié aujourd'hui, l'autre moitié dans le prochain épisode. Mes excuses d'avance si je massacre la prononciation des noms de certains auteurs. Premier auteur, donc Shiba Yoshimasa, 14e siècle. Pour lui, les concepts religieux et moraux sont des outils pour cultiver le courage, le caractère et l'intelligence, et certainement pas une manière populaire de résoudre ses problèmes personnels, ce qu'il perçoit plutôt comme une marque de faiblesse et de dépendance. Assumer ses responsabilités au moment critique s'appelle la droiture. Face à n'importe quel problème, un esprit non apaisé se trouble. Les plus vertueux, ceux que l'on appelle les chefs, ou en tout cas ceux qui ont la capacité d'être de bons chefs, sont ceux qui ont la capacité d'apaiser l'esprit des autres. Même seul, le guerrier contrôlera ses actes, tenant pour témoin les murs qui l'entourent. Le principe naturel veut qu'un enfant obéisse à ses parents et à leur volonté. Le cœur de celui qui ne pense qu'à lui seul devient égoïste. Donc, gare tout de même à
cette idée que l'on a parfois, que j'ai même pu moi-même défendre un peu à certains égards parfois, d'un peu, entre guillemets, quitter le monde pour ne se concentrer que sur soi. Attention à cela. Car cela mène à parfois renier ses parents et réfuter leurs enseignements. Il ne faut pas alors rompre la chaîne de transmission naturelle, car c'est de cela que provient dans l'immense majorité des cas, avec les paroles de nos parents qui sont, dans l'immense majorité des cas une fois encore, bienveillants et qui s'inscrivent dans un processus de construction de l'identité de leur enfant. Vient ensuite la culture familiale et l'héritage personnel. La piété filiale est donc primordiale. Il faut purifier sa pensée, pratiquer la bonté, la justice, la courtoisie, l'intelligence et la foi et comprendre les lois fondamentales naturelles, qui sont, rappelons-le, objectives. C'est à la bienveillance initiale du souverain, quel qu'il soit, que l'on doit de pouvoir vivre dans la société. En perdant ce fait de vue, les gens nourrissent une ambition toujours plus grande et en viennent à mépriser la société et celui qui la dirige. La situation politique qui s'ensuit devient alors préoccupante. Le parallèle est évident aujourd'hui avec ceux qui reprochent à l'État de ne pas en faire assez pour eux, personnellement, alors que c'est plutôt au niveau global que ces raisons premières d'exister sont. La sécurité, la fierté nationale, etc. Et où là, pour le coup, l'État se montre aujourd'hui plus que jamais effectivement défaillant. Les personnes les plus sages et les plus intelligentes savent comment exploiter les capacités de chacun. Si chacun trouve sa place, alors personne ne sera inutile. Là est la réelle inclusion, plutôt que de fournir des béquilles permanentes à certains sans exiger la moindre contrepartie en retour. Il faut savoir écarter ses sentiments personnels et nommer chacun à sa place. On en est si loin aujourd'hui dans cet état de copinage, encore une fois, à droite comme à gauche. Voilà l'une des raisons pour lesquelles cela ne marchera pas avec le vote par parti politique dans l'état actuel des choses. Plus encore avec l'Europe qui verrouille cela encore davantage. Rien n'est plus disgracieux que de se laisser emporter par la colère. Les gens ne peuvent être intimidés ou mis à mal que face à la vérité. Voilà pourquoi certains dont on ne donnera pas le nom ont si fâcheusement tendance à tomber dans l'hystérie à la moindre tentative de débat. Il faut savoir opérer une introspection suffisante pour accepter de juger ses propres pratiques et être capable, si elles sont mauvaises, de le reconnaître. Celui qui reste passif en se lamentant lorsqu'il faudrait au contraire donner l'exemple, se soumettant au regard des autres au lieu de montrer une détermination inflexible, se perd et s'avère incapable de protéger les autres. Il faut oser critiquer ce qui doit l'être, rester fidèle à ses convictions et ne pas passer pour un lâche. Il faut rester conscient de la petitesse de l'homme, rester humble. La déviance est condamnée et condamnable et doit l'être à la fois par les principes sociaux et par les principes religieux. Là aussi, parallèle évident avec les dérives LGBTistes extrêmes, érigés en axiomes inattaquables, vendus à la jeunesse comme horizon souhaitable et génial, alors même que cette jeunesse qui est abreuvée de cela, bizarrement, elle se donne la mort par les écrans, par la solitude, par l'anxiété, par l'éco-anxiété notamment, par la pornographie, par les tentatives de suicide, par les anxiolytiques, etc. Quelle belle preuve de réussite de cette idéologie que voilà. L'homme inébranlable puise sa foi, sa force, dans l'autre autant qu'il la lui transmet. Ishijo Kaneyoshi, 15e siècle. Aucun être, qu'il soit de rang inférieur ou supérieur, n'a aucun parent. Méditez cela. Pour l'instant, dirons-nous, quand certains enfants adoptés deviendront majeurs avec deux pères, deux mères ou autres, poseront la question gênante de leurs racines et se verront répondre « Non, non, tu n'as pas de maman, nous sommes tes parents ». Je vous renvoie une vidéo analysée par le Raptor, ça risque de faire drôle. Nous avons beaucoup hérité de nos parents, nos traits, nos caractères, etc. Et c'est le cas même de ces enfants issus de GPA ayant gesté dans le ventre d'une mère à l'autre bout du monde qu'ils n'ont jamais vu, choisi sur catalogue. Pour certains allèles et très génétiques. Par les mêmes qui disent attaquer cela. Bon.
Prendre soin de son corps est le début de la piété filiale. Bizarre, 2 auteurs japonais, 2 fois qu'on lit ce genre de phrase. C'est quand même étonnant cette époque. Hein. Je fais ce que je veux de mon corps. Bah non. Tu as des comptes à rendre. Et ne pas en prendre soin, c'est insulter ton arbre généalogique, ta patrie, ta société. Et oui, en prendre soin, à l'inverse, permet d'éviter de les inquiéter ou de les affliger. C'est une marque de respect parental et même sociétal. Et je vais aller plus loin dans l'horreur fasciste, si vous le voulez. Je préfère, oui, en sortant de chez moi, voir des gens bien portants qui me donnent espoir dans l'humanité que des zombies obèses, symbole de mauvaise santé intérieure comme extérieure. Dans le cas où les parents commettent des erreurs, les enfants, qui ne leur font pas de remontrance, violent leurs devoirs filiaux. Il faut savoir les remettre dans le droit chemin, doucement, sans animosité. Si cela ne marche pas, là, il faut les mettre face à leurs erreurs, pour les faire changer d'attitude. Si tout le monde n'est pas capable de suivre la noblesse prescrite par les classiques, tout le monde en société saine devrait néanmoins comprendre les principes et les respecter. L'honnêteté ne peut être que droiture d'esprit avec un mental sincère. Si l'esprit est dévié, alors toute action le sera. Les responsables de privations injustes, qu'il n'est point besoin de citer au XXIe siècle, sont absolument dénués de bonté et de compassion. Ils sont méprisables parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils paieront tôt ou tard les conséquences de leurs actes. Mais ceux qui acceptent sans rien dire paieront aussi. Souiller l'héritage de ses ancêtres est un fait intolérable. Si on relâche son esprit, on ne peut plus distinguer l'homme corrompu de l'homme intègre, alors que si on le garde éclairé et que l'on préserve ses instincts naturels, plutôt que de les combattre sous prétexte de se déconstruire, on sera en mesure de les distinguer aisément. Nakae Toju, 17e siècle. Il faut préserver l'influence civilisatrice de l'éducation. La culture et l'art de la guerre sont liés. La culture, c'est gouverner une nation de manière à conserver les relations sociales en ordre. Lorsque des êtres corrompus et sans morale s'opposent au bon cheminement de la culture sans craindre la colère de Dieu, on fait appel à l'art de la guerre pour les châtier. Soulever une armée et unifier ou réunifier le gouvernement en question. Le mot culture est un autre mot pour signifier voie de l'humanité. L'art du combat est un autre mot pour signifier voie de la justice. La culture qui est contraire à l'humanité pourra porter le nom de culture mais n'aura pas l'essence. De même, l'art de la guerre qui est contraire à la justice pourra porter le nom d'art de la guerre mais n'aura pas l'essence. Si vous ne savez pas reconnaître l'essence de la culture et l'art de la guerre, votre esprit sera confus, vous handicapant grandement dans de nombreux domaines. L'humanité et la vertu de la culture est la source des arts culturels. La littérature, la musique, les bonnes manières, l'écriture et les mathématiques sont les manifestations de la vertu de la dite culture. Un arbre sans racines ne pourra pas donner de fruits, et certainement pas de fruits sains. En général, qui ne connaît pas la science militaire est comme un fabricant de flèches qui ne sait pas tirer. Nous ferons le parallèle avec nos chers ministres qui ne connaissent pas leur sujet, ou qui tout simplement peuvent changer de ministère comme de chemise, mais c'est finalement parce qu'ils sont trop forts et qu'en fait ils maîtrisent parfaitement plein de sujets. Goyim que nous sommes. Le commandant incompétent laisse son armée sombrer dans la défaite. Sans qualité morale, le risque pour les guerriers est de prendre goût à tuer. S'ils agissent de manière injuste et immorale, la population souffrira. Ils seront punis par la loi divine et perdront la vie avec leur peuple. La première raison qui légitime l'usage de la science militaire est la stabilité et la sécurité nationale. Oserais-je dire la seule ? Je comprends, quoi qu'on en dise. L'idée de défendre ses alliés, notamment les alliés occidentaux, toute guerre occidentale est catastrophique, mais surtout que l'Occident est déjà en train de s'autodétruire par le nihilisme qui le ronge et le dévore. Mais en tout cas, avant que de s'occuper de défendre ses alliés, occupe-toi déjà de ton pays malade, je l'ai déjà dit. Concentre-toi en premier sur ton pays avant de croire pouvoir aider les autres tant que tu es justement malade. Si l'esprit du dirigeant est éveillé et qu'il agit avec éthique, les esprits de la population deviennent naturellement bons, même sans loi. Donc, cela signifie qu'un État
qui commence à vouloir promulguer de plus en plus de lois est un État en état de mort prochaine. Si l'État donne envie d'y adhérer et aide tout en étant exigeant, alors de problèmes d'intégration, il y aura moins, dirait un vieux sage de 900 ans tout vert maniant à sa guise un sabre laser. Ça rime, c'est beau. Suzuki Shosan, XVIIe siècle, les êtres ordinaires convoitent des futilités. Ils sont troublés et accablés par leurs pensées dès qu'elles se manifestent. Peut-on parler de ceux qui sont troublés et accablés par la Coupe du Monde ? Quand on voit ce qu'il se passe à des niveaux politiques et métapolitiques. Ceux qui pratiquent la voie de Bouddha ne sont pas troublés, eux, justement, par les afflux de pensée. Ils sont capables de laisser toute chose et sont entièrement libres. Il leur faut garder un esprit courageux. Il est impossible d'atteindre la voie de Bouddha avec un esprit faible. L'esprit d'une personne forte, non troublée par les choses, reste constant. Si les guerriers cultivent leur esprit, rien n'empêchera qu'ils acquièrent un mental d'acier. Si on libère son esprit, on pourra conserver une attitude optimiste. Voilà comment rester optimiste, en étant reconnaissant, en n'ayant pas peur de progresser, et même en cherchant le progrès, en prenant connaissance du principe de cause à effet, en observant l'impureté du corps, en accordant de l'importance au temps et en se remettant en question, en pratiquant l'abnégation, en reconnaissant ses propres erreurs, en étant bienveillant et en pratiquant la justice. À l'inverse, les types d'attitudes dépressives qui montrent que vous êtes trop tourmenté par les choses et que vous allez vous laisser détruire par le nihilisme, en étant inattentif et oublieux de soi, en agissant sans concentration et sans attention. S'il y a une guerre des réseaux sociaux pour vous voler votre capacité de concentration et votre capacité d'attention gratuitement, c'est que vous êtes le produit d'objectifs de certains, en ignorant la justice et la sagesse, la justice naturelle, en ignorant le principe de cause à effet, en ignorant la futilité des choses muables, en se montrant avide de gloire et de richesse, en ayant une attitude ostentatoire, en étant suspicieux, faible et lâche, en étant envieux et cynique, en étant arrogant, jaloux en amour, ingrat, obséquieux, en oubliant le cours du cycle de la vie pour finir. Toutes ces mauvaises attitudes entraînent une infinité de maladies intérieures et extérieures, obésité, anorexie, ulcère, cancer, anxiété exagérée. Les états d'esprit négatifs plongent l'homme dans la douleur et l'affliction, et il est facile de le voir aujourd'hui, toujours dans le pays des antidépresseurs. À cela, on ajoute 3 poisons, envie, agression, folie. Il faut sans cesse corriger son esprit afin de rester dans la droiture. Être droit demande plus d'efforts qu'être gauche. Yama Soko, XVIIe siècle. Le danger s'oublie quand on vit trop dans le confort. Si vous portez un vêtement négligé, votre esprit le sera aussi. A l'inverse, si vous portez un vêtement pour une soirée formelle, votre esprit demeurera éveillé, alerte. Les hommes de volonté ne craignent pas une nourriture de pauvre qualité. Quand vous mangez à votre faim et vous habillez chaudement, vous êtes immanquablement paresseux au travail. Si vous ne mangez ni buvez à des heures fixes, mais au contraire suivez vos caprices, vous perdez l'équilibre entre satiété et faim. Il faut rester prudent et dire seulement ce que l'on a à dire, répondre ce que l'on doit répondre et garder en esprit la déférence et le respect vis-à-vis de l'autre avant de s'exprimer. Il ne faut pas parler et ne pas rire des erreurs du gouvernement, même lorsqu'elles sont risibles, ou des défauts des autres personnes. Là également, même lorsqu'elles sont risibles. On peut toutefois en faire de l'humour qui tâche afin de marquer, mais honnêtement, il n'y a pas de quoi rire aujourd'hui, et je comprends ceux qui quittent le pays, et je songe parfois même à les suivre. Certains seront ravis, cela fera un fave de moins dans ce pays magnifique. Ah, que voulez-vous ? Il ne faut pas non plus se perdre dans le besoin permanent de citer les classiques, d'employer une prose fantaisiste pour montrer sa culture et se faire bien voir. Il faut en revanche s'examiner constamment, reconnaître les points où son tempérament est instable, reconnaître ses points forts comme ses points faibles,
réduire les excès et combler ce qui est insuffisant. Dans les loisirs, céder sa place aux autres. Dans les corvées, en revanche, être le premier, présent. Dans les cas d'urgence, comme dans les combats, ne pas s'en remettre aux autres, ni à l'État, du moins pas à l'État seul. Je fais des corrections en cours de route. Ne m'en veuillez pas. Il faut rendre son corps majestueux grâce à l'entraînement, prendre en considération les apparences dans le mouvement, se lever, s'asseoir, l'expression faciale, le timbre de sa voix, l'endroit où l'on se place et celui où l'on se rend. Si vous n'êtes pas présent aux choses, votre esprit ne sera pas ordonné. Kaibara Eken, XVIIe siècle, l'importance de l'éducation et de l'éthique. Ce qui est difficile, c'est de se sacrifier soi-même pour la justice. Mourir quand il ne le faut pas est un acte de déconsidération de soi, une maltraitance du corps que vos parents vous ont légué est un acte impie. A l'inverse, ne pas mourir quand le sacrifice s'impose revient à avoir peur de la mort et à s'attacher à la vie. Faillir à servir son maître et donc accomplir un acte déloyal. Si une personne est impolie ou vous insulte, vous ne devriez pas répliquer tant que ce n'est pas déshonorant pour vous. Dans un combat, il faut étudier le mouvement de son adversaire et le frapper lorsqu'il est en position de faiblesse. Le premier à faire un mouvement perd, tandis que l'autre, qui suit les gestes du premier, lui, vaincra. Je ne suis pas forcément d'accord avec cela aujourd'hui. En cas d'agression, il faut peut-être au contraire être capable de surprendre, attaquer le premier, plutôt que d'être dans la recherche de riposte. Il faut parfois savoir manœuvrer un retrait, attendre l'action de l'autre, calmement, rester concentré, d'humeur constante. Pour tout cela, il faut apaiser son mental. C'est la cohésion et non le nombre qui fait la victoire. L'homme qui suit l'amour de l'humanité tue peu. Il est recommandé de stopper le combat à la première victoire. Cela évitera un désastre par la suite. Un bon commandant doit mettre en œuvre 4 points. Justice, technique, courage et connaissance. Si l'adversaire ne mérite pas d'être attaqué, alors la guerre n'est pas juste. Naganuma Muneyoshi, 17e. Il faut savoir prendre en considération les avertissements de la nature lorsque la cruauté et le vice atteignent un point tel qu'ils ne peuvent être décrits, menant à des maladies mentales selon moi. Voilà qui fait beaucoup penser à notre époque donc. Lorsqu'une opération s'accorde avec la nature et l'humanité, alors c'est une guerre juste. D'aucuns se targuent de vouloir effectuer un bon gouvernement et laisser une bonne réputation dans les annales de leur pays, mais en réalité ils assassinent pères et fils, créent des impôts croissants, commettent des exactions telles qu'ils perdent le contrôle de leur peuple. Epstein & Co, agriculteurs gazés, jeunesse sacrifiée, lois insensées, peuple de souche moquée, réalité naturelle transgressée, nature humaine mutilée, âmes amputées, mais le cirque politique se poursuit. Ouais, non, il n'y a pas de quoi rire. En d'autres mots, ils coupent toutes leurs racines au seul profit des branches, qui ne bourgeonnent plus d'ailleurs, dont ils font partie pour leur seul profit, justement. La racine de la terre est dans la nation, la racine de la nation est dans la maison, la racine de la maison est dans la personne. Ceux qui gouvernent paisiblement la terre, la nation et la maison s'éduquent donc d'abord eux-mêmes. Si vous êtes personnellement cultivé, alors votre maison entière sera influencée et, par prolongation logique, la nation entière finira par être ordonnée. Vous avez donc du pouvoir en commençant par vous changer vous-même, puis en faisant suivre votre foyer. À défaut de pouvoir puiser peut-être dans la terre des racines profondes aujourd'hui, enracinez-vous, arrosez-vous vous-même et tentez ensuite de faire remonter l'ensemble de l'arbre vers l'harmonie. La manière de conduire une nation tient au fait de protéger la vie des gens, de restaurer leur nature et d'empêcher les personnes de faire le mal. Voilà les 3 bases d'une société saine quelle qu'elle soit. Si vous les protégez sans les instruire, les personnes ne sauront pas ce que sont la courtoisie et le devoir. Sans courtoisie, l'ordre social sera dérangé, sans devoir, la règle sera négligée. L'humanisme et la courtoisie sont des vertus civiques, le devoir et le courage sont des vertus martiales. Les meilleurs chevaliers sont ceux dont le but est la justice.
Si vous voyez ce qui est juste, mais ne le faites pas, vous serez déshonoré par votre lâcheté. Si vous n'avez pas le courage de mourir pour vos principes, alors vous aurez honte à jamais de votre passivité et de votre mollesse. Il n'est pas possible de prédire lorsque la punition divine adviendra. Quand le chevalier pratique l'abnégation, se sacrifie constamment et préfère le principe à l'appât du gain, rien en lui ne sera susceptible de lui faire honte. Quel plus grand bonheur pourrait-il avoir en développant le courage et en alliant le juste et l'honnête? Il obtiendra l'équilibre. Et nous finissons pour aujourd'hui avec Yamamoto Tsunemoto, 17e siècle, celui dont parlait déjà Yukio Mishima. Il me semblait donc à propos de finir rapidement avec lui cette première partie. Le Bushido est une affaire mortuaire, il faut s'y atteler. Le cœur calme et posé, se préparer chaque matin et chaque nuit mentalement à mourir, être déférent toujours envers ses parents et avoir toujours assez de compassion pour aider les autres. Pour cela, il faut s'aider soi-même. Il est parfois difficile d'être altruiste, notamment aujourd'hui lorsque l'on observe le conditionnement de nos concitoyens ignorants. Les moines doivent chercher le courage dans la compagnie des guerriers et les guerriers doivent chercher la compassion parmi les moines. Là aussi, nous devons donc être complémentaires. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisball.